Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu, bien dans son job. Aujourd'hui, le sujet est tabou. On va parler du coût économique des salariés et des seniors notamment qui sont mis au placard. On aura quelques chiffres très intéressants et on va en parler avec Franck Morel. C'est lui qui soulève ce sujet, avocat associé chez Flichy Granger Avocat et il travaille pour l'Institut Montaigne. C'est une étude d'ailleurs qui émane de l'Institut Montaigne. On fera le point avec lui sur ce sujet. Tabou. Le Rex du mois, faut-il autoriser les animaux au bureau? Alors voilà une question intéressante. Il y a des villes qui ont commencé à l'autoriser. On fera le point avec Caroline Ricross sur ce sujet. Le cercle RH, collaborateur bien nourri, collaborateur fidèle. Bah oui, on va parler de la pause méridienne. Ça constitue le travail, le moment où on va déjeuner. Qu'est-ce que vous déjeunez? Comment vous déjeunez à votre bureau, dans une cantine? Et quelle cantine? On en parlera avec deux experts de la Sodexo et de Foodle. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, la rémunération variable au moment où on parle beaucoup d'inflation et d'augmentation de salaire. Est-ce que c'est la solution miracle justement face à l'inflation? On en parlera avec Fabien Lucron, directeur développement de Primeum. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle d'un sujet tabou aujourd'hui. Alors tout le monde en parle, on en parle depuis que le monde du travail existe, le placard. Vous savez, lui a été placardisé. Souvent, on parle de quelqu'un qui a plus de 45 ans, voire 50, mais pas de chiffres. Et c'est souvent sous le manteau qu'on évoque ces sujets. Et justement, Franck Morel, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci avocat associé chez Flichy Granger Avocat. Et vous êtes un des membres éminents de l'Institut Montaigne. Et c'est vous qui soulevez, à travers une étude passionnante de l'Institut Montaigne, vous levez un coin de voile. D'abord, même vous, en préparant cette note, cette étude, vous êtes aperçu qu'en fait, c'était un sujet dont tout le monde parlait, mais qu'il n'y avait rien de tangible, rien de concret. Absolument. C'est un sujet dont pas tant tout le monde que cela ne parlait d'ailleurs. C'est quelque chose dont on parlait peut-être dans des discussions machine à café, mais quand vous regardiez un petit peu ce qui avait été écrit sur le sujet, s'il y avait eu des publications, s'il y avait eu des études, si même dans les médias ou dans les quotidiens, il y avait quelque chose de ce type qui était évoqué, on se rendrait compte que ce n'était pas du tout le cas et que c'était un sujet éminemment tabou. Et dans les premiers questionnements que j'ai pu avoir avec des DRH, avec des salariés, etc., je me suis rendu compte que ce tabou persistait. C'est-à-dire que d'un côté, on pouvait considérer qu'on ne voulait pas en parler parce qu'il y avait une forme de honte, peut-être à ressentir parfois ce type de situation. Ah oui, on est mis de côté, le placard, c'est ça. Donc, on met la poussière un peu sous le tapis, on laisse le truc pas visible. Il ne se plaigne pas, il est payé, mais il ne fait rien. Exactement. Et puis du côté de l'entreprise, on avait du mal à admettre que ce type de situation pouvait exister. On les désignait sous une autre forme, etc. etc. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit qu'il y avait un vrai sujet et qu'il était nécessaire de briser ce tabou. Franck, quand même, l'Institut Montaigne évalue, alors encore une fois, c'est une évaluation pour les raisons que vous évoquez, à 200 000 le nombre de personnes, là je vous cite, punies à ne rien faire ou presque tout en restant payées, oui. Et les salaires versés et les dépenses d'assurance maladie représentent, alors là le chiffre est colossal, 10 milliards par an. Absolument. Alors déjà, comment la méthode pour évaluer ces 200 000? Parce que quand on parle d'un phénomène, il faut le définir. Et donc, j'ai voulu d'abord définir qu'est-ce que c'est la placardisation, qu'est-ce que c'est être mis au placard. Et au regard des phénomènes qu'on peut observer, j'ai dégagé 4 critères qui me permettent d'appréhender le phénomène. 1, des tâches qui n'ont pas de sens. 2, des tâches inintéressantes. 3, une faible quantité de travail. Et puis enfin, il y a 2 autres critères, ça fait 5, le retrait du collectif de travail et une hiérarchie qui ne se préoccupe pas de l'intéressé. Et donc, sur la base de ces critères, à partir d'un sondage qui était fait par l'Institut Kantar auprès d'un certain nombre d'actifs, eh bien, on a pu, au regard des réponses par rapport à ces questionnements, voir quelle était la proportion des personnes qui, sur ces 5 critères, ou sur au moins 4 de ces 5 critères, ont répondu négativement. On va les voir, les 5 caractéristiques d'un placard: l'absence de sens, le retrait du collectif, l'absence d'intérêt et de rares tâches, une charge de travail extrêmement faible, voire inexistence, et une absence de suivi par la hiérarchie directe. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que vous évaluez un coût à 10 milliards, oui. Et la conséquence de tout cela, et là elle est tragique, oui. C'est qu'elle a un coût pour la sécurité sociale, parce que derrière on a des salariés cassés, évidemment. dépressifs. Bien sûr. C'est ça l'enjeu. C'est perdant-perdant, si vous voulez. C'est perdant
pour le salarié, parce que certes, il est payé à rien faire, mais justement, il va très très mal le vivre, parce qu'il aura un sentiment d'inutilité, un sentiment d'ennui. Alors on parle parfois du phénomène de bore-out, mais bore-out, c'est s'ennuyer. Donc là, c'est beaucoup plus que s'ennuyer. On s'ennuie parce qu'on n'a vraiment rien à faire et on est mis de côté. Et puis pour l'entreprise, c'est coûteux non seulement parce qu'évidemment, l'entreprise va payer quelqu'un à ne rien faire, mais c'est coûteux aussi parce que ça déstructure potentiellement l'organisation. Et puis c'est coûteux pour la société. Alors l'essentiel du c'est honteux, excusez-moi de le dire abruptement, c'est honteux qu'une entreprise traite un salarié. Et c'est pas légitime, absolument, c'est pas légitime. Et l'essentiel du coût, il est constitué par la masse salariale. C'est-à-dire, c'est d'abord le coût des rémunérations et des charges sociales correspondantes, pour les personnes concernées. Et puis évidemment, il y a le coût pour l'assurance maladie des arrêts qui en résultent. Alors après, vous me direz, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, les contre-mesures, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je pense qu'il y a deux types de mesures qui sont susceptibles d'être prises. D'abord, il faut avoir conscience d'une chose. Je ne vais pas aujourd'hui sur ce plateau arriver en disant j'ai une baguette magique et demain matin, il n'y aura plus un seul placardisé. C'est pas vrai. Ça fait longtemps qu'on en parle. Francis Weber en avait parlé dans un film. Exactement. Donc, c'est un sujet complexe et c'est un sujet qui ne va pas se régler en un tour de main. Mais, premier élément, je pense que déjà, nommer le phénomène, en parler et ne pas hésiter à en parler dans l'entreprise, à travers notamment le dialogue avec les représentants du personnel, les entretiens, etc. C'est déjà un début de cheminement vers la solution. Ça, c'est un premier point. Le DRH, quand il est interpellé, c'est arrivé. C'est le représentant, le délégué ou l'ami va vers le DRH et le DRH lui répond écoute, même c'est que si on le vire, ça nous coûte trop cher. Bien sûr. Donc on va attendre la fin. Bien sûr. C'est ça qu'il vous répond. Ça va être une des raisons, c'est pas forcément la seule, mais ça peut être. Oui, il peut y en avoir d'autres. Il peut y avoir aussi le fait de se dire, on ne perd pas complètement l'espoir d'utiliser les compétences de l'intéressé. Pour l'instant, on n'a pas besoin de lui, mais peut-être dans l'avenir. Donc là, c'est le cas de le dire, on le range au placard et puis on le sortira. Exactement, on le sortira quand on en aura besoin. On peut avoir ça. On peut avoir un sujet image, pas forcément coût, mais un sujet image. Ça se fait pas de licencier. Voilà, on a quantité de préoccupations diverses qui peuvent intervenir. Donc, premièrement, en parler, ça me paraît quelque chose d'essentiel. Deuxièmement, s'agissant des seniors, j'ai formulé dans la note que vous évoquiez tout à l'heure pour l'Institut Montaigne un certain nombre de préconisations. Et l'une d'entre elles vise à traiter un phénomène qui a été désigné par des chercheurs. Vous savez, c'est le principe de Peter. Le principe de Peter, c'est le fait qu'on va arriver à un moment donné à la promo de trop, entre guillemets. C'est-à-dire, on est très bon, on est très compétent. Le combat de trop. On est très compétent dans son job actuel, mais on ne va pas forcément l'être dans le job sur lequel on a été promu. Et donc, il faut briser le tabou, là aussi c'est un autre tabou, selon lequel une carrière est forcément linéaire et ascendante. Toujours en progression, bien sûr. Voilà. Et donc, si une carrière n'est pas forcément toujours linéaire et ascendante, ça, c'est un sujet. Il faut des outils pour gérer la fin de carrière. Donc, en fait, ce que vous nous dites, il nous reste peu de temps, mais c'est que l'évolution d'une carrière ne passe pas par la promotion. On peut faire une proposition en disant, écoute, tu seras très bien dans cet espace. Alors, c'est pas une promotion hiérarchique, mais tu vas t'épanouir. Exactement, et ça sera pas forcément mieux payé. Le temps de travail sera pas forcément plus élevé, il pourra être moins élevé. Donc, il faut des outils pour gérer ça. Mais on peut pas te faire monter. Et on peut pas te faire monter. Mais dans ce cas, il faut avoir le courage, la franchise, et puis c'est gagnant-gagnant, malgré tout, in fine, d'aborder, de faire face à la situation. Et pour ça, il faut des outils, ça fait partie des choses que je propose. Lisez donc cette étude de l'Institut Montaigne, parce que c'est un vrai tabou avec des chiffres pour la première fois que l'on découvre. Alors, évidemment, qui sont des évaluations, ça peut être un peu plus, c'est évidemment, mais sur la base d'un sondage Kantar, à découvrir une étude avec aussi des mesures, des propositions concrètes faites par l'avocat que vous êtes. Merci Franck Morel. Merci à vous. D'avoir rendu visite, avocat chez Flichy-Granger, et étude évidemment à découvrir sur l'Institut Montaigne papier et évidemment en numérique aussi. Merci de nous avoir rendu visite. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre cabinet d'avocat, mais là on va parler d'un sujet de société, sociétal, la présence d'animaux de compagnie. J'ai vu que des avocats, ça m'est arrivé de pousser la porte de cabinet où l'avocate qui me recevait avait son labrador au pied du bureau. Justement, on en parle avec Caroline Ricross. Le Rex du mois vous est présenté par Emeria, leader européen des services immobiliers résidentiels. Bah oui, les animaux au bureau, autorisés, pas autorisés, les choses avancent. Et c'est, on va en parler avec Caroline Ricross, parce que je sais que vous aimez beaucoup les animaux. Oui, j'adore les chiens en particulier. Les chiens en particulier. Merci Caroline d'être avec nous comme chaque semaine. On s'intéresse aux bêtes. C'est vrai qu'on en a parlé sur ce plateau, on a même fait un débat. Est-ce qu'il faut ou pas d'ailleurs autoriser les salariés à venir avec leur animal de compagnie ? Et
quel type d'animal de compagnie? Parce que ça, c'est un vrai sujet. Oui. D'après un sondage IFOP de juillet 2020, 52% des Français quand même disent posséder au moins un animal de compagnie dans son foyer. Donc avec 80 millions d'animaux de compagnie, la France en fait est dans le top 3 des pays d'Europe où on compte le plus de chats et de chiens, parce que je ne vais pas vous dire tous les animaux de compagnie qu'il peut y avoir il y a le en hamster, France. Il y a Les poissons rouges, la tortue, voilà. Alors pour l'heure, seuls 7% pourtant des entreprises françaises autorisent en fait leurs salariés à venir travailler justement avec leur animal de compagnie. Et pourtant, d'après un baromètre de cette année, qui a été publié ce mois-ci d'ailleurs, par la Centrale Canine, je suis allée très loin pour chercher mes informations. Vous êtes une passionnée, ça se voit. 39% des Français souhaiteraient que les chiens soient davantage acceptés sur leur lieu de travail. Ce chiffre atteint même 53% chez ceux qui en possèdent un, forcément les propriétaires de chiens. Du coup, eh bien, certaines entreprises et même des collectivités se lancent. Donc il y a eu Grenoble, il y a eu Suresnes, il y a eu Nice. Et puis là, il y a la ville de Paris. Récemment, justement, qui serait qui pourrait autoriser ses agents à venir travailler accompagnés de leur animal de compagnie. Donc quand on dit animal de compagnie, là on parle de chiens et de chats, encore une fois. Seulement les agents par contre qui ne sont pas en contact avec le public et sous réserve forcément de l'accord de la hiérarchie, mais aussi des collègues, parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas les animaux. Une décision forcément qui n'est pas vraiment du goût de tout le monde pour le moment. Oui, parce qu'on imagine mal un agent qui ramasse nos poubelles avec son chien de compagnie. Moi ça ne me dérange pas. Ça ne vous dérangerait pas. Mais pourquoi autoriser les salariés, justement, parce que les choses avancent? Pourquoi on les autorise? Mais c'est ça, quels sont potentiellement les avantages? D'abord pour le bonheur et la santé de vos salariés. La santé d'abord, d'après plusieurs études, venir en fait avec son animal de compagnie permettrait de diminuer le stress au travail. D'ailleurs, il y a une étude de 2017 qui a prouvé que la présence d'un animal au travail entraînerait une baisse de 23% des risques de maladies cardiovasculaire, ça vous détend, vous êtes moins stressé. Et puis qui dit animal de compagnie au travail dit forcément qu'il y a un moment, il y a une balade qui doit se faire avec votre animal. Oui, une balade pour faire ses besoins. Pour qu'il fasse ses besoins. Et donc marcher, c'est très bon pour la santé, et donc c'est bon pour la santé de vos salariés, mais également pour la productivité. Ça a été prouvé par différentes études. Et puis, autre avantage, un meilleur équilibre peut-être entre vie privée et vie professionnelle de vos salariés qui sont propriétaires en tout cas d'un chien ou d'un chat, parce que comme ça, ils culpabilisent moins de laisser leur animal de compagnie toute la journée seul à l'appartement ou dans la maison. Alors, il y a ceux qui vont sortir avec leurs chiens pour leur faire leurs besoins, puis il y a les salariés qui n'ont pas d'animaux. Il y a un avantage aussi pour eux ou pas? Parce que ça peut être peut-être mal perçu. Oui, c'est ça. Alors oui, il y a un avantage, c'est la sociabilité. L'animal serait en fait créateur de liens sociaux, et c'est vrai, ça on le voit régulièrement. D'après une étude de l'Université centrale de Michigan, la présence d'un chien, par exemple, serait un excellent en fait brise-glace pour des personnes qui se rencontrent pour la première fois, ou encore pour intégrer. On discute un peu sur la race du chien. Mais qu'il est beau votre chien, ou qu'il est beau votre chat. Et ça finit par un mariage. Oui, alors ça peut être. De même, d'après plusieurs enquêtes, démontrent que la présence d'un animal de compagnie augmente la coopération entre les salariés, ça développe la communication et ça permet même des conversations entre des personnes qui ne se parlent jamais. Faut dire aussi que les animaux, ça humanise quand même en quelque sorte leurs propriétaires. On se souvient par exemple de Nemo, le chien des Macron, qui avait fait ses besoins à l'Élysée pendant une réunion, et donc ça avait amené un fou rire entre Macron et Benjamin Griveaux et ses conseillers. Voilà, et puis également les bergers allemands des Biden qui sont comme à la maison dans le bureau ovale. Le labrador de Mitterrand et quelques autres animaux. Le chien humanise en fait le propriétaire. C'est un élément de marque employeur, Caroline, ou pas? Cette autorisation, en tout cas, c'est un bon argument pour fidéliser déjà vos employés, puisque les employés qui sont propriétaires d'un animal, d'un chien ou d'un chat, vont peut-être vouloir rester plus longtemps dans votre entreprise, puisque vous leur permettez de venir avec leur animal de compagnie. Autre avantage, une meilleure ambiance également dans vos locaux. Là aussi, c'est un sondage de Benfield. 70% des employés trouvent que les animaux de compagnie contribuent à la bonne ambiance au sein d'une entreprise et augmentent même le moral des employés. Donc en fait, aux États-Unis, il y a quand même pas mal d'entreprises, par exemple, qui s'y sont mis, qui permettent à leurs salariés de venir accompagner leur animal de compagnie. Amazon, Google ou encore Purina. Et puis il y a même les groupes. Purina, c'est une marque de pet food. Voilà, donc c'est logique. Et il y a des groupes qui s'appellent les Douglers. Vous savez, c'est les parents de chiens pour l'entreprise Google qui sont restés en contact pendant le confinement. Donc ça crée quand même du lien social. Donc
en résumons-nous, est-ce que toutes les entreprises, et je parle des entreprises françaises, puisqu'on voit qu'aux États-Unis c'est en avance, mais est-ce toutes les entreprises peuvent autoriser les animaux ou pas? Alors en fait, il n'existe aucun texte de loi qui interdit la présence d'un animal de compagnie au travail. Par contre, il y a pas mal d'exceptions qui peuvent empêcher que vous veniez avec votre animal de compagnie. Alors c'est notamment pour des raisons d'hygiène la plupart du temps ou de sécurité. Logique. Si on parle de sécurité, les chiens d'attaque, évidemment, ne sont pas acceptés. Vous me rassurez. De venir au travail, oui, quand même. Et puis la présence d'un animal de compagnie est également prohibée dans les établissements de santé, les entreprises du secteur alimentaire ou encore les administrations publiques. Donc ça paraît un peu logique. Si en tout cas votre entreprise n'est pas dans cette catégorie, donc vous pouvez autoriser vos salariés à venir accompagner leur animal de compagnie. Peut-être quand même demander un peu l'avis de chacun des salariés de votre entreprise pour éviter les déconvenues. Déconvenues, puis il y a le débat aussi de la pause repas, on va en parler dans le débat, c'est-à-dire est-ce qu'on vient avec son animal pour déjeuner, ce qui pose une question aussi d'hygiène. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait de son chien à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui s'installent avec ceux qui pourraient aller promener les chiens? C'est bien ça. Ah, ça serait... Ah, moi ça me plairait. Ok, Caroline Ricross vient de postuler sur ce nouveau métier, le promeneur de chiens, dans les grandes et dans Smart Job peut-être. Merci Caroline de nous avoir éclairé. En tout cas, c'est un sujet qui monte et qui suscite à la fois du débat, pas de polémique, mais plutôt un débat et une réflexion autour de la présence des animaux de compagnie. On n'a pas évoqué les questions de serpents et de reptiles, parce que certains les considèrent comme des animaux de compagnie et considèrent qu'il faut venir avec son serpent. Bien sûr, évidemment. Il faut voir ce que l'on considère comme qu'est-ce qu'on met dedans. de compagnie. Oui. Merci Caroline Ricross de nous avoir rendu visite pour le Rex du mois. On fait une courte pause et on parle justement de la pause méridienne, ce moment du repas. Qu'est-ce que vous mangez? Où est-ce que vous vous fournissez? Est-ce que c'est la cantine? Est-ce que c'est des plats qu'on vous livre? Et quelle est la qualité de vos aliments? Parce que c'est vrai qu'un salarié en forme, c'est en général un salarié qui s'est bien nourri le midi et qui repart du bon pied. On fait le point aujourd'hui sur cet élément important de la vie de l'entreprise, la pause repas. Et qu'est-ce qu'on y mange? C'est juste après la pause. Le cercle RH est un débat, alors vous allez me dire, fondamental. Alors les DRH sont plus hésitants quand on leur évoque ce sujet, mais il est fondamental. Qu'est-ce que vous mangez le midi? Comment vous mangez? Où vous mangez? Quelle est la qualité de vos aliments, le choix de vos aliments et le prix que vous souhaitez mettre pour vous nourrir, parce qu'il y a un vrai enjeu évidemment. Alors il y a l'ambiance cantine, on pousse le plateau, tout ça est en train doucement de disparaître, télétravail, travail hybride, tout ça se transforme et évidemment les opérateurs, ceux qui proposent ces repas, s'adaptent et on va en parler avec eux, ils sont avec moi. François Poder, merci d'être avec nous, directeur New Food Models chez Sodexo, qui vient régulièrement sur notre plateau. On reparlera de cette nouvelle carte, cette nouvelle proposition où avec la carte on peut acheter plein de choses. Hybridation du travail. Et donc hybridation aussi de l'outil. Merci d'être là. Puis Clément Bonhomme a répondu à l'invitation, cofondateur et CEO, co-CEO, parce que vous êtes deux fondateurs de Foodles. Foodles, c'est une marque qu'on voit dans Paris. C'est de la livraison, on est d'accord? Vous préparez les repas et vous les livrez? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Alors, c'est pas que la livraison, c'est plutôt un concept de cafétéria nouvelle génération qui s'appuie en partie sur des livreurs en CDI, mais c'est pas un service de livraison classique au sens strict du terme, comme on peut le voir couramment. Non, mais je le dis à dessein pour pas qu'on vous confonde avec d'autres livreurs que l'on peut voir dans des espaces en centre de Paris où on s'agglutine. C'est pas ça le concept, hein? Pas du tout. Nous, on s'appuie sur des centres logistiques qui sont en banlieue et on ne vient pas concurrencer les commerçants dans des zones habitées. Voilà, c'est ce que je voulais vous entendre dire pour qu'on situe bien votre scale-up, puisque c'était les termes utilisés. Un mot à vous deux, ça va vous faire rire. On a contacté, Nicolas Juchat a contacté un certain nombre de DRH qui, assez spontanément sur ce sujet, et ça va peut-être vous faire lever les yeux au ciel, on dit... Pour nous, ce n'est pas un sujet fondamental, la question de la pause méridienne et du repas. Je vous vois sourire. Moi, j'avais le sentiment que ce moment-là était fondamental. Effectivement, depuis les premiers confinements, les DRH ont compris que la restauration faisait partie de l'attractivité de leur entreprise, le retour des salariés dans l'entreprise et l'adaptation nécessaire à la réalité du travail avec un travail hybride
et une restauration hybride. Et on rencontre beaucoup plus qu'avant des DRH quand il s'agit de décider de solutions de restauration. C'est la marque employeur. Juste une question à celui qui observe le marché et qui s'adapte, parce qu'on va revenir sur vos offres, mais la cantoche que j'ai connue, moi, quand j'étais dans des grandes chaînes de télévision, j'ai le sentiment qu'elle tend à disparaître progressivement au profit, finalement, de choses qu'on va embarquer pour aller faire une réunion. On part sous le bras avec sa petite pochette en papier. Vrai ou pas vrai? La tendance, le marché, c'est quoi? On y a cru, on a pensé que la restauration de papa, avec le plateau, la cantoche unique, d'une heure à l'autre, avec les mêmes produits, allait disparaître. Effectivement, elle est en train de disparaître au profit d'une restauration beaucoup plus attractive, répondant à l'individualisation des besoins. Ouais, exactement. Vous en pensez quoi, vous qui vous adaptez, qui avez inventé un modèle? Alors je pense que la cantine telle qu'on l'a connue il y a quelques décennies ou quelques années est en train de disparaître dans le sens où la cantine, la grande cantine un peu impersonnelle, avec une nourriture de qualité assez moyenne. Avec du bruit. Exactement. Ça, c'est vraiment, il faut oublier. Il y a encore quelques modèles qui perdurent, mais ça va petit à petit disparaître. Nous, on croit plutôt en l'hybridation des modèles. Et on ne dit pas que la cantine est morte, on dit que la cantine est en train de renaître, de se réinventer. Donc un nouvel espace. Exactement. Nous, par exemple, chez Foodles, on pense des cafétérias qui sont nouvelle génération, autonomes, qui vivent toute la journée et qui remettent en fait au goût du jour en fait la nourriture. Parce ça veut dire du matin 8h, excusez-moi, du matin 8h pour prendre un café et une orange. Exactement. Jusqu'à 22h30 quand on sort d'un meeting. Ouais, en fait, historiquement, la cantine a été ouverte entre midi et 14h, pour faire simple. Aujourd'hui, nous, les espaces qu'on pense, c'est pas seulement des espaces qui ouvrent entre midi et 14h, c'est des espaces qui ouvrent le matin à 8h pour un petit déjeuner, le midi pour déjeuner entre 11h et 15h si besoin, et ensuite ce sont des espaces qui restent ouverts pour un goûter, mais aussi pendant toute la journée pour par exemple organiser des réunions ou autre. Donc on doit être dans une atmosphère différente de la salle de cantoche entre guillemets qu'on a connue jusqu'à présent. Il y a un débat quand même qui est posé au DRH, c'est que vos salariés, enfin ceux que vous nourrissez, en fait utilisent souvent la pause repas, même si c'est interdit. À la fois on mange sur son bureau, faut pas se cacher la vérité. Et c'est aussi un espace, vos espaces, qui servent aussi à prolonger des réunions et à travailler dans l'informel. Ça, c'est évident. Allez-y. Non, mais moi, je trouve ça très intéressant. Pourquoi les salariés reviennent à leur place? Alors, il peut y avoir différentes causes à ça. Soit ils n'ont pas le temps, soit l'espace de cantine qui leur est proposé n'est pas suffisamment attractif. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de repenser, de casser les codes, en fait, d'être dans un espace type coworking où on se sent bien, on a envie de travailler, on peut venir manger, mais en fait, on n'est plus obligé de venir juste pour manger. Et ça, c'est important. Et c'est vraiment dans le cœur de ce qu'on essaye de proposer. François, il y a Tocla. Ça, c'est votre offre. Alors, je ne sais pas si on a l'image, mais ça ressemble globalement à une carte. Il est marqué Sodexo, c'est comme une carte bleue, on est d'accord, hein? On y met quoi dedans dans cette offre? Alors, auparavant, nous avions, dans une solution uniquement de titres restaurant, pour des salariés qui ne disposaient pas d'un restaurant, une carte restaurant. Et puis, d'un autre côté, les salariés qui bénéficiaient d'un accès au restaurant avaient un badge. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a mixé les deux avec une seule solution de paiement qui va permettre, associée à une application, de pouvoir voir quand on est chez soi ce que l'on peut acheter, se faire livrer, manger, ou quand on est sur son lieu de travail, d'avoir l'ensemble des solutions de restauration aussi variées. Donc une expérience sans couture. Ça veut dire, entre guillemets, que là, la carte Tocla, le salarié est là, il peut aller indéfiniment dans l'espace cantine ou l'espace de restauration, mais il peut aussi acheter du Foodle. Alors... non, mais j'essaie de comprendre. Je vous vois sourire. Pas tout à fait. En fait, on n'est pas forcément spécialement. C'était pour vous faire rire. Non, c'est une très bonne blague d'ailleurs. Mais disons qu'on n'est pas forcément amené à travailler des acteurs classiques de la restauration d'entreprise, même si ça peut arriver en termes d'hybridation. On va dire que vous avez plutôt un modèle qui fonctionne en standalone. J'imagine que votre carte vous la proposez à la fois pour des convives qui sont en télétravail et des convives qui viennent sur site. Nous, on a vraiment une offre qui est focus sur le in situ. En fait, c'est physique, c'est concret. Exactement. Nous, l'idée, c'est que aujourd'hui, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure. On a fait une étude IFOP en septembre qui montre qu'il y a 3 employés sur 4 qui plébiscitent la cantine comme un perks, un avantage décisif pour l'atmosphère du travail. Est-ce qu'ils utilisent le mot cantine, Clément? Possiblement. Alors, je sais qu'il peut y avoir une connotation négative. Nous, chez Foodles, on se la réapproprie. Parce qu'en fait, on pense que la cantine, c'est pas un gros mot, en fait. Donc, ils pensent que c'est un lien de convivialité, d'échange, un moment de sociabilité qu'il faut vraiment sanctuariser. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les salariés, avec le télétravail, ils viennent moins au bureau. D'accord? Mais quand ils viennent au bureau, il faut que ça soit ils veulent des moments qualitatifs. Ils veulent passer des bons moments avec leurs collègues.
Je vois qu'on bascule, mais les deux sont intimement liés. Vous m'avez donné le cadre, les outils, les espaces dans lesquels on va pouvoir se nourrir. Parlons un peu de la qualité des repas, parce que la nouvelle génération Z, c'est pas encore une fois pour faire le vieux contre les jeunes, mais restauration rapide, on voit les sacs de resto rapide, les hamburgers, on voit les kebabs, on voit, bref. Comment on réinvente, au-delà de la qualité du lieu, la qualité de ce qu'on met dans l'assiette? Alors, je pense effectivement que le restaurant est fondamental pour créer ce collectif. Et pour ce faire, on doit répondre à une individualisation du besoin. Et il y a des jeunes, effectivement, qui veulent manger une alimentation qui est différente. Mais on doit le faire dans un cadre qui soit à la fois plus premium, plus diversifié. On a un bon exemple qui est le cybercampus qui a ouvert à la Défense, sur lequel il y a 6 sites de restauration qui répondent à des besoins totalement différents, des moments, des instants, pour générer la motivation attendue. Juste un mot, parce que la cantine à une époque dans l'entreprise, c'était 2 euros, 2,20 euros, enfin 2,30 euros, enfin bref. J'ai vu que dans une étude, des salariés étaient prêts à payer 8 euros, 8,50 euros, c'est-à-dire beaucoup plus cher, mais par contre, c'était aussi, au-delà du moment de convivialité, c'était un moment de plaisir gustatif. Exactement. L'étude que vous citez, c'est une étude qu'on a réalisée avec Foodles en septembre, qui dit que globalement, aujourd'hui, les salariés sont prêts à dépenser à peu près 8,30 euros pour la pause déjeuner en entreprise. C'est beaucoup, quand même. Ouais. Exactement. Et il y a 2 qualités principales du repas qui sont plébiscitées. 1, ça va être le fait de manger diversifié, varié et équilibré. Et 2, la qualité des repas. Chez Foodles, nous, ce qu'on a fait pour garantir la qualité des repas, c'est qu'on se base à la fois sur la cuisine interne et sur un réseau de traiteurs qui nous apporte de la diversité. Et surtout, ce qu'on a apporté, c'est une notation des repas. C'est-à-dire qu'à la fin de chacun de vos repas, vous allez noter votre menu par item. Et ensuite, les feedbacks sont traités dans la journée. On fait un feedback en interne ou à nos faiseurs et on arrive à corriger très rapidement. Et vous reventilez ensuite ou éliminez les prestataires. Ça, c'est pendant les phases de consommation. Mais en amont, quand on pense les menus, d'accord, on pense les menus comme une carte de... Comme un resto. Comme un restaurant, et voire on les prépare même 6 mois à l'avance. En fait, on va élaborer un cycle de validation qui est complètement complet. C'est-à-dire qu'on élabore en interne, on met une loupe avec les utilisateurs qui vont noter les pré-séries, et une fois que les notes sont suffisamment validées, on va pouvoir mettre en œuvre les repas. Mais l'application Tocla, si ça ressemble à ce que j'ai eu dans ma poche, je pouvais indéfiniment aller acheter dans l'espace de restauration, mais je pouvais sortir aussi de l'entreprise pour aller acheter ce que je voulais. On est d'accord, avec ça, je peux acheter de la restauration rapide. Alors, donc il y a un travail d'éducation quand même autour de qu'est-ce que je mets dans mon assiette. Enfin, c'est important d'éduquer. C'est vous qui nous donnez à manger, il faut nous éduquer peut-être. Alors, la carte Tocla en question permet d'être utilisée principalement en télétravail. D'accord. C'est bien ça, on est d'accord. On est d'accord. Donc je sors de chez moi et près de chez moi, j'ai un McDo. Pour pas citer la marque. Près de chez moi, j'ai un choix de plus de 220 000 établissements, soit pour acheter des produits sains que je vais cuisiner moi-même, soit aller dans un restaurant qui offre une solution totalement RSE, soit effectivement aller exceptionnellement, pour me faire plaisir, dans un McDo ou dans un restaurant qui n'offre pas une diététique exemplaire. Juste, vous m'avez un peu challengé tout à l'heure, mais quand même, je leur dis, ça n'a pas valeur de sondage, mais c'est vrai que la réaction des DRH par rapport à ce moment du repas, ils sont déjà très occupés sur d'autres enjeux de négociation salariale et ils disent, après tout, c'est compliqué. Est-ce que vous le ressentez ou est-ce que vous sentez quand même aujourd'hui que par la marque employeur, par les exigences des salariés, par presque dans l'annonce, il faudrait rajouter qualité des repas Ça, ce que vous dites, c'est vachement intéressant. Déjà, nous, pour le coup, on double de taille chaque année. Donc, on n'a pas de problème d'attractivité. Et pour le coup, notre concept est très plébiscité. 300 collaborateurs 300 collaborateurs, 300 sites clients. Créé en 2015. Créé en 2015. Donc voilà, ce qui prouve vous allez vite. A priori, la proposition de valeur est là. Et par rapport à ce que vous dites, je pense que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est que de plus en plus, dans les entreprises qui peinent à recruter, et Dieu sait si aujourd'hui il y a des entreprises qui peinent à recruter, clairement, on va de plus en plus mettre en avant les avantages salariés. Et nous, on a maintenant, par exemple, des hôtels qui, dans leur fiche de poste, vont dire service Foodles à disposition pour restaurer les salariés. Donc, en fait, on devient un argument marketing pour se différencier, y compris pendant la phase de recrutement. D'ailleurs, je me tourne vers vous, et collectivement, d'ailleurs, il suffit d'avoir fait le test. On dit c'est cher la cantine, mais il suffit d'être allé à l'extérieur en ville pour aller acheter son sandwich, sa bouteille d'eau et sa salade de fruits pour découvrir qu'on en a eu pour 13 €.
C'est en moyenne 12-13 euros. C'est ça, on est d'accord. Ce qui est moyen. Voilà. Donc c'est pas un bon calcul finalement. Alors, je vous rejoins complètement sur l'importance perçue par les ressources humaines dans le cadre de la marque employeur. Bah oui. Aujourd'hui, les employeurs veulent absolument que leurs salariés viennent, construisent ce collectif sur place. exactement. Et pas qu'ils sortent Et dehors. pas qu'ils sortent. On est d'accord. Donc c'est à eux de se remettre en question, parce que là vous êtes des observateurs et presque vous les aiguillonnez à créer des espaces de convivialité pour que tout se passe à l'intérieur. Tout se passe à l'intérieur et également tenir compte d'une nouvelle organisation du travail, qui est celle du télétravail, pour permettre à ce que les salariés déjeunent quand ils sont chez eux et puissent déjeuner dans de bonnes conditions quand ils sont dans l'entreprise. C'est au DRH ou c'est à vous de faire de l'éducation sur la manière de manger? Je le redis, les jeunes aujourd'hui, mais pas que les jeunes d'ailleurs, il y a aussi des personnes de 40 ans qui ne savent pas cuisiner et qui se nourrissent le midi d'une manière déréglée. Je pense que... Et vous avez un rôle là-dessus ou pas? Je pense que ça serait un peu prétentieux de notre part de donner des leçons à nos convives sur comment il faut se nourrir. Par contre, déjà, on se rend compte que les convives et les clients, donc le B2B, sont de plus en plus exigeants par rapport à la charte qualité qu'ils nous imposent. De fait, nous, par exemple, chez Foodles, on a mis en place une charte qualité qui est drastique. On est déjà quasiment compliance avec la loi Egalim dans le public. Et de fait, on propose par exemple que des poissons issus de pêche durable. On va proposer 20% de produits bio, que des bœufs et volailles d'origine française. Donc on a déjà intégré ça dans notre carte, parce que les convives et les donneurs d'ordre sont demandeurs. Après, on a 70% de nos plats qui sont Nutri-Score A ou B. On a des plats qui sont un peu plus gourmands, qui vont aller vers du C, du D. Ça c'est indiqué. Hein. Ouais, l'idée, c'est de proposer du choix et globalement laisser le consommateur choisir. Mais est-ce que vous nous dites là aujourd'hui, de toute façon avec l'inflation, et je ne parle pas des augmentations de salaire, je parle de l'inflation des produits alimentaires, on est à près de 7% d'inflation globale. Michel-Édouard Leclerc a évoqué des augmentations de 30%. 12% sur l'alimentaire, Voilà. l'inflation. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, il faudra payer plus cher ses repas, quelle que soit la formule qu'on choisit, on est d'accord? Oui, mais on ne pourra pas le faire au détriment de la qualité. C'est-à-dire que si on pense que la restauration collective va augmenter ses tarifs ou les maintenir en baissant la qualité, je pense qu'on est dans le faux. Au contraire, et c'est tout le paradoxe de notre époque, c'est que les gens veulent à la fois payer toujours un peu moins cher, et en même temps ils veulent toujours plus de qualité. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible, mais il faut quand même réussir à trouver des solutions. Donc on fait notre meilleur... ça, c'est votre équation aussi, Alors, parce que c'est un énorme groupe, la Sodexo. On a effectivement Vous l'avez, cette réflexion. cette équation, mais je pense que les ressources humaines, on parlait de ressources humaines tout à l'heure, chez nos clients, ont besoin de démontrer eux-mêmes le respect d'un certain nombre de règles RSE, ça doit venir de chez eux, régime alimentaire, et on travaille avec eux quotidiennement, avec nos nutritionnistes, pour pouvoir les aider et aller dans la bonne direction, tout en se faisant plaisir. Un repas moyen, je parle côté Sodexo, je vous poserai la question, un repas moyen pour un salarié, lorsqu'il est sur site, je ne parle pas lorsqu'il achète et qu'il travaille chez lui, c'est quoi le panier moyen, le repas moyen, c'est quoi, 4 euros, 4,50 €, 5 €? Aujourd'hui, un salarié, et c'est une particularité de la restauration collective, c'est de permettre un repas sain, équilibré, pour un prix qui varie entre 4 et 5 €. D'accord, 2 fois moins cher que lorsqu'on va l'acheter à l'extérieur. C'est ça. Nous, chez Foodles, on est plutôt aux alentours de 6,70 €. Après, on va être sur un modèle de facturation beaucoup moins cher pour l'entreprise, et on est souvent, pas tout le temps, sur un niveau qualitatif qui est assez supérieur à la restauration collective. Pas tout le temps, il y a aussi des super cantines. Mais globalement, on se positionne plutôt Oui, soyez sur, sympathique quand même. Hein, non, mais j'essaie d'être objectif. Ouais. Il y a quand même des restaurants d'entreprise qui font une qualité extraordinaire et je ne remets pas ça en cause. Mais globalement, voilà, on est plutôt sur une qualité de type B2C restaurant plutôt que sur une qualité de type cantoche classique. Quoi. Sans affaiblir, je dirais, les efforts que vous faites pour nourrir qualitativement vos clients ou vos convives, comme vous dites, vu le prix de l'augmentation des prix alimentaires, j'ai le sentiment quand même que la qualité va en pâtir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait des choix et on va chercher des produits qui sont moins chers pour contenir et maintenir le prix du repas. Oui ou non? Il y a des solutions. On peut trouver des solutions. D'accord. Après, il y aura toujours des petites augmentations tarifaires qui seront mises en œuvre parce qu'en fait, on ne peut pas non plus faire de l'impossible. Par exemple, on peut pousser un peu plus de recettes végétariennes et puis c'est bien dans l'air du temps. Ça permet de diminuer le bilan carbone qu'on propose en termes de repas. On peut, par exemple, sur un poulet, travailler certaines parties plutôt que d'autres pour abaisser. Donc, on trouve des solutions. Moi, il faut trouver des solutions. On a parlé du petit-déj, la journée, en fait, finalement, où on peut grignoter le matin jusqu'au soir. Il y a le débat qui est posé, évidemment, d'une journée entière. Est-ce que cette réflexion, vous l'avez? Excusez-moi de revenir sur cette notion de junk food. Il suffit d'aller dans les entreprises pour découvrir, globalement, qu'il y a très, très peu de distributeurs de pommes et beaucoup, beaucoup de distributeurs de chocolat avec beaucoup d'huile de palme et beaucoup de graisse.
Non, mais je veux dire, ce débat-là, il est posé aussi aux collaborateurs. On ne se nourrit pas que de barres chocolatées, quoi. Bien sûr que non. Après, il faut qu'on reste aussi à notre place. Il faut qu'on propose une offre qui soit beaucoup plus propre qu'elle ne l'était auparavant, avec plus de critères de RSE, plus de critères de Nutri-Score. Ça, c'est votre mission. Après, avoir une offre qui est plus gourmande, ça existe et on ne va pas empêcher les gens de se faire plaisir de temps en temps au quotidien. De temps en temps. Alors je crois qu'effectivement, on le constate, les consommations de produits le vendredi sont très différentes de celles du lundi. On se relâche un peu plus le vendredi ? On se relâche un petit peu, on prépare le week-end. Ouais. Mais c'est psychologique, ça. C'est à nous d'offrir surtout une diversité de choix pour permettre à chacun de trouver la solution en fonction de ses moyens et en fonction de ses goûts. Et Tocla, elle est née quand, cet outil-là ? Alors Tocla est né au moment où, pendant le confinement, on s'est rendu compte qu'il fallait changer, en changeant l'organisation du travail, changer l'organisation de la restauration. Et on a mis en place cette solution qui aujourd'hui se développe sur le marché et répond bien à ce besoin de pouvoir d'achat pour le travail à la maison. Et cette solution de restauration pour ramener les salariés dans l'entreprise. J'ai un trou, le gouvernement a remaincu les 35 euros ou on est repassé à 18 euros. Il y avait ce débat, vous savez, sur le montant où on pouvait payer le titre restaurant. Je crois, non, c'est ça ? Alors, aujourd'hui, on a fait des allers-retours. Oui, c'est ça, c'est remis, retiré, remis. Aujourd'hui, la consommation maximum par jour est de 25 euros. C'est 25. Auparavant, c'est 35 pendant le Covid de mémoire. Exactement. D'accord, on est passé à 25. Une cote mal taillée. L'objectif était aussi, je le crois, de retrouver un équilibre économique et de satisfaire également les restaurants qui ont beaucoup souffert pendant cette période. Clément Bonhomme, un mot de conclusion. 10 secondes. La conclusion, c'est que je pense que de plus en plus, la restauration d'entreprise va paradoxalement redevenir important comme critère de sélection pour les salariés en entreprise. Et nous, chez Foodles, on essaye de se focus sur l'entreprise. Vous y croyez au présentiel, le présentiel, du physique ? Le présentiel, c'est important. Après, on a aussi la possibilité pour les salariés qui sont en télétravail de prendre leur repas dans nos frigos et de pouvoir le consommer le lendemain. Mais je pense que notre focus à nous, c'est les moments en entreprise, revaloriser ça avec des espaces qui soient beaucoup plus dynamisés et une offre de restauration qui soit plus flexible, plus qualitative. Voilà. J'espère qu'on a tout dit. Enfin, on n'a jamais le temps de tout dire, évidemment. Merci à vous deux, messieurs. Clément Bonhomme, cofondateur et co-PDG, co-CEO de Foodles, avec un S, 300 collaborateurs, entreprise créée en 2015, et puis Sodexo, qui est une marque presque patrimoniale en France, avec les cantines. Vous voyez, je n'ai pas dit cantoche, avec les cantines. Merci François Pauder, vous êtes directeur New Food Models. Merci à vous deux d'être venus nous éclairer. On termine notre émission. Alors ça, c'est un sujet qui intéresse les chefs d'entreprise, car vous êtes un chef d'entreprise, la part variable. Ben oui, c'est un vrai débat. Dans ce débat d'inflation, d'augmentation de salaire, c'est peut-être l'outil ou la baguette magique. On en parle tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, et si la part variable, la négociation autour des rémunérations variables, c'était un peu l'outil miracle pour faire face à l'inflation, parce que c'est le sujet d'actualité de ces derniers mois, et j'ai peur que cela dure. On en parle avec Fabien Lucron. Bonjour Fabien. Bonjour. Ravi de vous revoir. Vous êtes déjà venu nous parler de ce sujet. Mais là, on va faire focus évidemment sur ce rapport à l'inflation. Directeur développement de Primeum. L'inflation, évidemment, elle suscite du mécontentement. Les augmentations n'ont pas, si je lis bien les journaux, n'ont pas été à la hauteur du niveau de l'inflation dans presque toutes les entreprises, grandes et petites. Vous portez l'idée que la part variable peut-être être une solution. Pourquoi ça peut être une solution ? Alors en effet, je pense sincèrement que la part variable peut répondre, en tout cas en partie, aux attentes des salariés. Parce que ça, mécaniquement, on l'a compris, toutes les entreprises n'ont pas les moyens d'augmenter les salaires fixes à hauteur d'une inflation qui est à 6, 7, 8% selon le cas. Les entreprises ne sont pas toutes comme Kering, LVMH ou Total, et il est clair que leurs profits ne progressent pas à la hauteur de l'inflation. Donc par nature, ce que les entreprises disent, c'est « j'ai pas les moyens de vous augmenter en fixe de cette nature-là ». En revanche, si on commence à parler de la part variable et donc du package de rémunération, vu que c'est lié à une performance attendue,
Si cette performance est au rendez-vous, l'entreprise aura certainement les moyens de débloquer de l'argent. Alors, il y a deux actualités. Il y a les NAO, les négociations là, qui sont en cours dans certaines entreprises, donc presque toutes. Et puis, il y a les entretiens annuels d'évaluation. Donc, il y a le collectif, il y a le face-à-face avec les partenaires sociaux, puis l'entretien individuel, où là, on parle salaire aussi. Concrètement, d'un côté, partenaires sociaux disent nous, on veut du dur, on veut du solide, on veut du salaire. Et puis, évidemment, les chefs d'entreprise, en tout cas les représentants de l'entreprise, disent non, on fait de la part variable. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Il y a un enjeu en fait d'équilibre et en effet de notion de package de salaire. Donc assez logiquement, les partenaires sociaux veulent quelque chose qui tient dans le temps, qui est pérenne. Et évidemment, l'entreprise, elle, a tout intérêt à essayer de se dire, nous, ce qu'on voudrait, c'est associer une performance. Parce que si l'année prochaine, le contexte économique ne nous est pas favorable, on ne peut pas se permettre d'avoir évidemment dépensé de l'argent sur les salaires. On ne peut pas augmenter de 7 et 8%. J'ai vu qu'il y a pas mal d'entreprises. On a eu la DRH de la Poste qui était à 3,5% d'augmentation. C'est à peu près dans la norme. C'est la norme. Ça veut dire qu'on voit bien qu'il reste encore sur la part variable. Parce que ça, c'est une négociation très concrète. On se dit, mais tous les salariés peuvent être évalués parce qu'il y a des secteurs où on se dit, c'est compliqué de se dire, tiens, je vous mets une part variable. C'est possible de le faire ou pas? Alors, c'est presque possible sur tous les postes. D'ailleurs, c'est une des nouveautés, on va dire, des dernières années, une vraie tendance. On nous demande de réfléchir à des plans de rémunération variable pour des profils auxquels on ne pensait pas avant. Jusqu'ici, on pensait quand même beaucoup aux forces commerciales, voilà, pour commencer. Et puis, petit à petit, en fait, on est allé chercher du variable sur des postes de financiers, sur des marketeurs. Aujourd'hui, on met en place des rémunérations variables dans le monde de la logistique, sur des préparateurs de commandes. Il y a, en réalité, il y a plein de façons de rémunérer de façon variable. Et puis, encore une fois, il n'y a pas seulement que le quantitatif, il y a aussi la qualité, la qualité qui est produite, c'est important. Tout comme la qualité, d'ailleurs, qui est perçue par les clients. Donc. Mais ça veut dire que les entreprises utilisent cet outil d'une manière très fine. Comment on fait? Vous accompagnez, parce que ça c'est aussi un travail que vous faites, au-delà du fait de nous dire que c'est formidable, vous apportez, j'imagine, votre valeur ajoutée en disant comment on fait là? Parce qu'il y a tout un travail d'évaluation entre le salaire sonnant trébuchant et le variable. Tout ça est très stratégique quand même. C'est stratégique, et d'ailleurs, une des bonnes façons de le faire, de mettre en place un plan de rémunération variable, c'est de commencer par se dire qu'est-ce que je veux que ma rémunération variable soutienne en termes de piliers stratégiques de mon entreprise. Ça ne va pas pouvoir de toute façon soutenir toute la stratégie. On va faire des choix. Et ces choix vont être reflétés dans le plan de rémunération variable. C'est quoi la proportion d'une REM variable? Parce qu'on dit la REM variable, c'est quoi par rapport à un salaire? Jusqu'où on peut aller et jusqu'où on ne peut pas aller? Alors, à minima, on a pour habitude de dire qu'il faut que ça pèse un mois de salaire minimum. Donc ça fait à peu près 8%. Donc c'est comme un 13e mois en quelque sorte. C'est le minimum pour qu'on puisse se dire que les gens vont potentiellement modifier leur comportement pour aller chercher une performance. Donc il faut que ça soit suffisamment incitatif en volume. Exactement. Donc ça c'est pour le minimum. Et après, je pense qu'il y a quand même des maximums. C'est-à-dire que au-delà de 30%, ça devient un peu abusif pour une raison simple. Et attaquable juridiquement Alors juridiquement, non. Non. Mais en revanche, on se doute bien que la variabilité va être mise en cause. Parce que si ça pèse 50% d'un salaire, on se doute bien qu'avec 50%, les gens ne font pas que s'acheter des vacances et un peu d'épargne. Non, ils vivent avec. Ils vont payer un bout de leur loyer, de leur crédit, etc. Donc on ne peut plus le rendre réversible. Vous voyez? Donc c'est pour ça que 30%, à mon avis, est un maximum. Juste avant de nous quitter, vous avez des chiffres d'évaluation sur l'évolution de la rémunération variable? Ça avance, c'est quoi le volume là aujourd'hui? Alors on n'a pas encore de chiffres. Ou à travers vos clients? Ce qui est clair, c'est que la part de rémunération variable est en train d'évoluer plutôt à la hausse sur l'ensemble des postes, et notamment, pas seulement sur les commerciaux, mais plutôt sur les fonctions support. C'est ce que vous évoquiez. Et c'est bien ça, en fait, qui est très nouveau. Et là, on va atteindre des 10-15% de rémunération variable dans certains cas. Mais ça, on le découvre avec vous aujourd'hui. Le marketing, mais même la logistique. Alors, j'imagine qu'on calcule les temps de travail, de rapidité. Alors oui, on va plutôt être sur du quantitatif, mais pas que, sur le taux d'erreur aussi. Oui, et bien sûr, le taux d'erreur et de rangement, évidemment. Donc la qualité aussi, voilà. Merci Fabien Lucron de nous avoir éclairé sur ce sujet qui est votre spécialité, la rémunération variable. Vous êtes le directeur développement de Primeum. Merci d'être venu nous rendre visite pour la 3e fois? C'est ça. 3e fois, c'est un vrai plaisir. L'émission est terminée. Merci à vous aussi de nous suivre régulièrement, quotidiennement. Merci à toute l'équipe. Merci à Théo pour la réalisation. Merci à Alexis pour le son et merci à Nicolas Juchat, évidemment. Merci à Lily pour l'accueil invité. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. Puis les messages, évidemment, sur les réseaux sociaux. À très très bientôt, je serai là demain. Bye bye.